je vous propose de reprendre nos travaux après déjeuner avec le thème des exceptions et moyens de procédure qui vont nous être présentés par monsieur le professeur Vincent Egea, que vous connaissez déjà, puisqu'il est intervenu ce matin et qui, à cœur vaillant, rien d'impossible, eh bien, a accepté de s'emparer seul de ce sujet. Monsieur le professeur, nous vous écoutons avec attention. Merci, merci maître. Alors, une acceptation qui est quand même un peu glorieuse, puisque ce thème-là, par rapport à d'autres, dont celui consacré au juge de la mise en état ou les procédures accélérées au fond, l'exécution provisoire de droit, est sans doute assez bref dans la réforme, donc ce qui est sans doute parfait pour l'immédiat après repas, à l'heure de la sieste, puisque les exceptions et moyens de procédure, si on se limite à la réforme, alors je parlais du décret du 11 décembre, mais pas seulement celui-ci, et puis on l'a déjà dit à plusieurs reprises depuis ce matin, ceux qui ont suivi, sont peut-être le point qui ont subi le moins d'impact, assez peu touchés, donc on pourrait en rester là, mais plus sérieusement, il y a tout de même des choses que l'on peut trouver. C'est vrai que face à ce thème, dans la semaine, j'ai appelé Maître Gravière pour voir ce que vous attendiez exactement, et c'est la raison pour laquelle, dans sa propre intervention, elle a fait quelques renvois à ce que je vais dire. Donc il n'y a pas de modification globale du régime des exceptions et des moyens de procédure, et ce qui fait qu'en définitive, en réalité, on les trouve un petit peu partout et nulle part. Donc j'ai fait le choix d'en cibler certaines. Et pour compléter donc ce qui a pu être dit dans d'autres contributions, et donc pour lesquelles on s'était dit qu'on pourrait faire ce dialogue-là pour compléter, vous permettre de gagner du temps, et surtout pour mettre l'accent sur ce qui est véritablement tout à fait nouveau, puisqu'il y a un point, en revanche, où le constat que je dresse doit être tout à fait relativisé, c'est sur la question des prétendues exceptions d'incompétence du nouvel article 82-1 du Code de procédure civile. Ce matin, ce mécanisme a été évoqué rapidement par Madame Mola, qui citait l'exemple d'une saisine du juge des référés à la place du JCP en matière de baux d'habitation. Donc c'est le premier point sur lequel j'aimerais revenir. Le deuxième, alors celui-ci, si vous le souhaitez, je pourrais vraiment y faire allusion, c'est dans le PowerPoint, parce qu'on en a déjà parlé au moins à 2 reprises ce matin, qui concernait les exceptions de procédure et la procédure participative. Donc franchement, le constat que je dresse est exactement le même que celui que nous évoquions ce matin au sujet des fins non-recevoir. Donc je pourrais vraiment être très, très bref là-dessus. Et quelques points également donc, sur les actes introductifs d'instance, avec l'invocation de la caducité et de l'irrecevabilité et leurs conséquences. Donc l'essentiel de mon propos portera sur l'article 82-1 que j'ai qualifié, alors je vais passer sur la diapo suivante. Bon, là ce sont les références textuelles, il n'y a pas de singularité par rapport à ce que nous avons déjà vu. Je l'ai qualifié, donc ce nouvel article 82-1 d'une prétendue exception d'incompétence. Il est souvent présenté comme ceci, mais il me semble, et c'est la proposition que je souhaitais vous faire, qu'en réalité la terminologie est un petit peu maladroite, me semble-t-il, quand on parle d'exception d'incompétence, parce qu'on a en réalité un régime juridique qui n'est absolument pas celui de l'invocation d'une exception d'incompétence. On est sur un mécanisme tout à fait différent, un mécanisme qui était censé simplifier, je vais vous donner l'intitulé exact de la partie de la loi, du décret dans laquelle il se trouve, qui était censé simplifier les problèmes de compétence. Et je vous laisserai apprécier si ce vœu de simplification a été atteint ou pas. Donc c'est une section intitulée, je le répète, la simplification des exceptions d'incompétence.
Donc le mécanisme se trouve rattaché aux exceptions d'incompétence, alors que il me semble qu'on est, je le répète, sur quelque chose de différent, d'où la distinction qui est faite dans ce que vous avez sous les yeux entre les véritables exceptions d'incompétence, celles qu'on connaît bien et qui ne sont pas affectées par le décret du 11 décembre 2019, ni par ceux qui depuis l'ont amendé, et ce que j'intitule, le choix est strictement personnel ici, avec ce qualificatif de prétendue exception d'incompétence du article 82-1, donc qui est plus un mécanisme de régulation, d'inspiration administrative, et qui n'a été conçu que dans une perspective de régulation administrative, et qui ne conçoit le chef de juridiction que comme étant le chef d'un service administratif, et qui fait fi, et c'est une des difficultés que j'aimerais pointer ici, des fonctions juridictionnelles qui sont évidemment importantes le concernant, de ses compétences présidentielles, et qui peuvent poser des difficultés, puisqu'il n'a été conçu que comme étant un chef de service administratif, en s'inspirant d'un mécanisme qui, lui, en revanche, est tout à fait courant dans la procédure contentieuse administrative. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, ce mécanisme de l'article 82-1 du Code de procédure civile, avec l'exemple qui vous a été fourni ce matin par le magistrat, résulte de la fusion des ex-tribunaux de grande instance et des ex-tribunaux d'instance, qui vont faire naître des hypothèses d'erreur au moment de la saisine, entre l'habitude qui était de saisir tel tribunal d'instance, mais qui n'est plus qu'une chambre de proximité, ou pas, selon la physionomie qui existait à la veille de la loi de 2019. Bon, tout ceci est bien connu pour les compétences territoriales, et puis pour les compétences d'attribution, eh bien la situation est exactement la même, qu'il s'agisse en matière mobilière, on y a déjà fait allusion à plusieurs reprises aujourd'hui, de cette fusion TI-TGI, au-delà de 5 000 euros, en dessous de 10 000, bon, toutes ces choses sont assez classiques. Et puis la création du juge des contentieux de la protection, puisqu'on a des hypothèses où la mise en œuvre d'un même article, par exemple l'article 219 du Code civil sur ces fameuses mesures urgentes en cas d'empêchement d'un époux, peut, dans certaines hypothèses, relever de la compétence matérielle du juge aux affaires familiales, dans d'autres du juge des contentieux de la protection. Donc on comprend bien que les erreurs au sein d'un même tribunal d'instance peuvent être nombreuses. Alors, le mécanisme qui est mis en place ici, je vous l'ai indiqué, me semble-t-il, n'est pas le jeu d'une exception d'incompétence classique, mais un règlement en amont, par mention au dossier, avant la première audience et à la demande d'une partie, ou d'office par le juge, qui va en quelque sorte aiguiller le dossier là où il aurait dû, logiquement, aboutir initialement. Alors, cette mention-là est une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas de recours possible. La deuxième phase donc, va être la transmission du dossier au juge, je dirais, de destination du dossier, celui vers lequel le premier estime que le dossier doit être attribué. Lorsque ceci est fait, les avocats, c'est précisé en bas, sont avisés sans délai par tout moyen qui confère date certaine. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vous allez avoir la possibilité de remettre en cause cette transmission du dossier, c'est-à-dire d'estimer que cet aiguillage qui a été fait n'est pas le bon, et qu'on peut contester ceci, donc à la demande d'une partie ou d'office de la part du magistrat. Toute la difficulté ici, c'est que la manière de remettre en cause, si la remise en cause est possible, et donc ici ce sera le président qui tranche, tout le formalisme de ceci n'est pas précisé, ce qui peut poser tout de même des difficultés. J'y reviendrai un petit peu plus loin, dans l'hypothèse où par exemple on pensait jusque-là être dans une matière sans représentation obligatoire, et puis on transmet finalement à un magistrat dont la compétence relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire, mais comment former son opposition dans cette hypothèse-là? Logiquement, ceci devrait être fait par le biais du RPVA, mais comme à la base nous sommes dans une situation où le justiciable a pu agir seul, puisqu'il y avait cette fameuse erreur d'aiguillage, et là on constate que le formalisme et le moyen de communication, on a un silence total du texte là-dessus, et c'est la raison pour laquelle j'y vois les stigmates d'une conception exclusivement liée au management interne d'un service administratif, plus que dans une approche
véritablement procédurale, ce qui est problématique, j'y reviendrai. Donc lorsque cette cette remise en cause est faute, on a une transmission au président. Et ce dernier va trancher pour transmettre à son tour au juge qu'il estime être compétent. Là encore, ceci n'est pas susceptible de recours, et ce n'est que in fine, vous voyez que nous en sommes à un quatrième juge ici, donc je ne suis pas certain que nous soyons face à quelque chose d'aussi simple que l'intitulé de la section le laisse supposer. Là, en revanche, nous revenons dans un circuit, si j'ose dire, classique, et in fine, là, un appel sera possible, puisqu'on rejoint une voie logique ou classique, disons. Donc, je l'ai dit, nous ne sommes pas entre deux juridictions différentes, donc ce n'est pas conceptuellement une véritable exception d'incompétence, et cette rapide présentation de ce qu'est ce mécanisme, véritable usine à gaz de l'article 82-1, démontre que le régime est tout à fait différent ici, puisqu'on a toute une série de renvois en cascade sans aucun formalisme véritablement prévu, donc ce qui est problématique. Donc, on constate déjà que certains de vos confrères commencent à invoquer ce texte-là. Moi, j'ai relevé deux décisions récentes, un arrêt de la Cour d'appel de Metz, chambre commerciale, donc du 27 mai 2021, c'est un numéro de RG 20 01 503 qui l'a invoqué, alors sans succès ici, et puis plus récemment, au mois de septembre dernier, la Cour d'appel de Nancy également a eu affaire à l'invocation de l'article 82-1, là encore avec assez peu de succès. Donc ce qui est intéressant ici, me semble-t-il, c'est que sur des délais, vous le voyez, relativement brefs par rapport à l'entrée en application du texte, on a déjà ce mécanisme dont certains de vos confrères se sont emparés, alors même qu'il reste des zones d'ombre et des difficultés. Le principal risque, me semble-t-il, c'est qu'il soit utilisé en raison précisément de ces zones d'obscurité dans une finalité, je dirais, exclusivement dilatoire. Une finalité exclusivement dilatoire. Alors rapidement, parce que je ne veux pas accumuler encore davantage de retard, on a quelques difficultés et interrogations que je vous soumets, puis je vous ferai part de mon point de vue sur certaines d'entre elles. Peut résulter de cette transmission successive du dossier des passages qui vont être quand même gênants sur les incidences pratiques. Alors, on a bien compris ce matin que la distinction entre procédure écrite et orale n'est plus aussi claire que précédemment, mais ici, quid si on débute l'instance précisément dans le cadre d'une procédure orale et que le renvoi fait qu'on bascule dans le cadre écrit, c'est-à-dire que toutes les questions qui se sont, ou l'inverse, c'est-à-dire que l'inverse remettrait la question que vous posiez pour terminer la matinée tout à l'heure, serait là encore posée. Comment communiquer tout simplement avec le juge? Quelles sont les garanties ici de la contradiction? Bon, ça, c'est une véritable difficulté ici, et liée à celle-ci, tout ce qui a déjà été dit sur des allers-retours qui sont tout à fait concevables entre une procédure sans représentation obligatoire et puis en raison du premier renvoi, on bascule sur un cadre de représentation qu'il devient obligatoire, et puis finalement, si le président tranche dans le premier sens, on rebascule sur une procédure qui n'est pas dotée d'une représentation obligatoire, donc ce qui est quand même un petit peu gênant. L'un de mes collègues a pointé une autre difficulté qui me paraît anecdotique, mais bon, je vous l'indique pour si certains d'entre vous sont dans ces barreaux ultramarins, qui est le fait que dans les Antilles, par exemple, le tribunal de proximité de Saint-Martin, je cite le professeur Jourdan Marquès, donc est distinct du tribunal judiciaire de Basse-Terre, donc de 250 km, nous indique-t-il, 1 heure d'avion, et que ici la distinction territoriale engendre en plus, alors qu'on est au sein du même tribunal judiciaire, des délais de distance entre les deux. Donc il a pointé ce cas précis, donc je le signale pour si certains d'entre vous sont amenés à devoir gérer une procédure là-bas. De manière moins anecdotique, en revanche, se pose aussi la question du formalisme, puisque là nous avons un assez grand silence du mécanisme, à savoir que le juge doit être saisi de l'exception avant
la première audience. Donc en procédure orale, par exemple, comment faut-il s'y prendre? Est-ce qu'on doit respecter ou pas les formalités de l'article 75 du Code de procédure civile? Faut-il motiver ceci en indiquant quel est le juge que l'on souhaite voir être en charge du dossier? Donc est-ce qu'on doit motiver ou pas l'invocation de ceci? A priori, puisqu'on est dans le cadre, je l'ai dit précédemment, d'un mécanisme qui se veut une simple mention au dossier d'inspiration administrative, moi je serais plutôt porté à répondre par la négative, c'est-à-dire d'être plutôt sur quelque chose qui est assez souple. En revanche, faut-il entendre ou pas les parties dans cette hypothèse-là? On n'a pas de voie de recours, on nous précise bien que c'est une mesure d'administration judiciaire, donc on pourrait en déduire qu'on a une exigence de contradictoire peut-être un peu dégradée ici. C'est quand même une véritable difficulté. Et puis surtout, autre difficulté sur ce mécanisme, c'est, je vous l'ai dit, le passage d'une matière où il n'y a pas de représentation obligatoire vers une matière où il y a, en revanche, une représentation obligatoire. Exemple, passage d'une demande JCP, formée devant le JCP vers le TJ en formation ordinaire, si j'ose dire. Faut-il constituer avocat ou pas? Et soumettre à ce moment-là, par écrit, via le RPVA, cette fameuse remise en cause, qui, je le répète, n'est assortie d'aucun formalisme dans le texte. Donc ça, c'est quand même extrêmement délicat. Donc voilà toute une série de difficultés que je souhaitais ici souligner pour insister sur le fait, je vais poursuivre ici. Voilà, donc là, vous avez le détail dans ces différentes diapositives ensuite de tout le mécanisme que je viens de vous décrire. Voilà, je précisais les subtilités de double compétence d'attribution possible pour l'article 219, par exemple, du Code civil. Avant d'en venir au deuxième point rapidement, dire que simplement ce qui est tout à fait paradoxal à l'issue de cette brève énumération des points de difficulté. Vous voyez que j'ai une opinion sur ces difficultés-là, mais j'ai évidemment aucune certitude sur le fait que mon interprétation sera celle retenue, puisque je vous l'ai dit, pour l'instant, dans les arrêts où ceci a été invoqué, on l'a écarté assez rapidement, mais tout de même de manière plus fondamentale. Ce qui est quand même assez gênant, c'est qu'un mécanisme présenté comme étant censé faciliter la simplification aboutit, me semble-t-il, exactement à l'effet inverse, à savoir une perte de temps. Donc en termes de célérité, c'est quand même extrêmement gênant, et on l'a vu. Il y a non seulement la question de la durée, mais si à la limite la durée était la garantie d'un formalisme très respecté, d'une contradiction parfaite, on pourrait l'admettre, mais en plus ce n'est pas le cas. Donc même au niveau du contradictoire, c'est quand même assez gênant. Et dernière chose, sur les rapports d'autorité hiérarchique au sein de la juridiction, on voit bien que le président, je l'ai dit tout à l'heure, de la juridiction est conçu comme un organe, un chef de service administratif. Or, il n'est pas inconcevable d'imaginer des hypothèses de conflit où le conflit le concernerait dans le cadre d'une compétence présidentielle, donc sur le président, mais non plus avec sa casquette de chef administratif de juridiction, mais de juge, avec des compétences spécifiques en référé, par exemple. Est-ce qu'il sera facile ensuite pour son collègue qui est aussi hiérarchiquement inférieur à lui de discuter de cette compétence qui met en cause le président? Je me demande même si en termes d'une forme d'impartialité ici, le mécanisme est tout de même pas un peu embarrassant en faisant gérer en interne au sein de la même juridiction ceci. Donc ça fait tout de même trois principes essentiels des procédures qui ne sont pas pleinement garantis, me semble-t-il. Le deuxième point que j'aimerais évoquer, mais on l'a déjà vu ce matin, donc si vous voulez, je peux vraiment le mentionner juste ici et passer en revue, vous pourrez vous y reporter. Il me semble que le constat que nous avons dressé ce matin avec Maître Keffer sur les renonciations aux fins de non-recevoir issues de la signature d'une convention de procédure participative, le même constat peut être dressé au sujet des exceptions de procédure, et on l'a dit tout à l'heure, l'idée de peut-être purger ab initio dans un
commencement de mise en état judiciaire avant de basculer sur une mise en état participative serait sans doute, me semble-t-il, de bonne méthode. Donc il y a une distinction entre avant et après le décret du 11 octobre 2021 dont il a déjà été largement question ce matin. Et puis le troisième et dernier point sur les actes introductifs d'instance, deux points qui concernaient l'invocation de la caducité et de l'irrecevabilité. Alors là, je serai très bref puisque Maître Gravière vous a prévenu qu'on reviendrait sur deux points en particulier. Le premier concerne les délais de placement de l'assignation et ce rôle couperet, beaucoup l'ont déjà signalé tout à l'heure, de la caducité au regard de l'écoulement du temps. Donc on a ici cette hypothèse d'un dossier qui est pris in extremis, si j'ose dire, avec cette prescription dont l'extinction est proche. Tout ceci a déjà été dit sur la caducité. Donc là j'y reviens pas. Donc c'est évidemment piégeux. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense quand même évidemment que le fait qu'on n'ait plus qu'un seul délai de 15 jours est quand même là pour le coup une simplification vraiment bienvenue. Parce que le délai de 2 mois qui comptait à compter de la transmission par voie électronique, mais la transmission par voie électronique, attention, c'est pas le mail mais que le RPVA, c'est-à-dire que l'expression voie électronique a une signification particulière qui n'est pas la même que dans le langage courant, me paraissait extrêmement piégeuse. Donc là, pour le coup, on a une vraie œuvre de simplification. En revanche, attention, sur la question de l'irrecevabilité, des demandes pour lesquelles le préalable amiable est obligatoire, médiation, conciliation, procédure participative, et n'est pas fait, certains de vos confrères avaient proposé de manière assez habile, lorsque justement on est vraiment tenu par l'expiration proche d'un délai de prescription, on n'a pas le temps de préparer ces tentatives amiables, de procéder à une saisine en vue de désignation d'un conciliateur au sens d'une conciliation judiciaire, en se disant que par ce biais, on allait en quelque sorte régulariser, après tout, ça reste un mode amiable, certes, non pas à l'initiative des parties, mais sur désignation du magistrat, et que ceci permettrait peut-être de régulariser, si j'ose dire, le vice initial de l'acte. Là, attention, le décret du 11 octobre 2021 condamne très fermement par une réécriture de l'article 820 du Code de procédure civile, cette espèce de subterfuge auquel avaient songé certains de vos confrères pour essayer de rattraper le coup, ce qui évidemment est un moyen de renforcer ces tentatives amiables. Donc c'est le dernier point que je voulais préciser ici, puisqu'on s'était dit que ce serait une manière de compléter effectivement l'intervention de ce matin.